Quand tu vends et que tu es dans la good vibes, tu continues à vendre. Et quand tu es en mauvaise vibes, tu t'arrêtes et tu vas à la plage, tu vas faire du sport, tu vas peindre, tu vas voir tes enfants, tu fais ce que tu veux et tu reviens avec une belle énergie. N'importe quel produit que tu achètes te permet de vivre une transformation. Même un produit aussi con qu'un aspirateur. Chez les consultants et chez les entrepreneurs, quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour faire passer son prospect à l'achat? Donc déjà, la première étape, c'est... Yes, salut à toi et bienvenue sur BizCare, le podcast business qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs ultra inspirants pour parler de business, de mindset, d'investissement, d'épargne, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul et même but, faire de toi un entrepreneur qui est aligné pour faire un maximum de business derrière. Tous les entrepreneurs qui sont là se sont promis une chose, de te donner un maximum de valeur, un maximum de pépites, de te donner les 20% de bonnes actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode. Allez, à tout de suite. Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BizCare, le podcast qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Aujourd'hui, on va parler argent, on va parler sales, on va parler commercial, on va parler force commerciale. Aujourd'hui, on va parler de choses, de techniques qui vont faire que tu n'auras normalement plus jamais besoin de prospecter, étant donné que tu vas faire les choses bien, parce que tu es aligné avec ce que tu fais. Donc on va parler sales et valeurs, et pour ça, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Laurent Alventosa, qui sera là pour nous parler de sales et de valeurs. Salut Laurent. Salut, merci pour l'invitation, je suis super content d'être avec toi. Moi aussi, super content plaisir. de t'accueillir. Voilà, comment vas-tu? Eh ben nickel, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, tout va bien? Exactement, au moment où on se parle, Laurent et moi on va se voir dans 2 jours lors de son mastermind à Montpellier. Donc effectivement, je vous confirme qu'il fait beau, qu'il fait chaud, il fait même très très chaud. Et dans 2 jours, quand on se verra, je pense qu'il fera encore plus chaud parce qu'on va en prendre énormément au niveau de la valeur. N'est-ce pas, Laurent? C'est ça. Ah ouais, grave. On va être 35 entrepreneurs. Il y a des gens qui viennent du Canada, des gens qui viennent de Suisse, des gens qui viennent de Belgique, des gens qui viennent de Marrakech, des gens qui viennent de Tenerife, de France aussi, bien sûr, des Pays-Bas. Et ça va vraiment être le feu. On va passer toute la matinée avec des ateliers à grosse valeur. Et tous les après-midi, on va faire des activités, plage, rooftop. On va beaucoup jouer, on va se faire une journée Fort Boyard et on va beaucoup kiffer ensemble et sortir de là avec un max de valeur. International Mastermind. Peut-être que je vais raconter dans mon blog. On verra bien. Laurent, on est ensemble pendant 45 minutes, 1 heure. Je te propose de commencer par te présenter, de dire un peu ton parcours, voilà, de raconter un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être sales? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as compris en fait qui change complètement le game en incluant les valeurs quand tu fais du sales? Voilà, la parole est à toi, micro libre. Dis-nous tout. Donc moi j'ai 42 ans et sales c'est un métier que je fais depuis toujours. J'ai un BEP vente, j'ai fait un bac pro vente, un bac +2, une école de commerce très vite abandonnée et une spécialisation de vendeur automobile. Mais même avant mes études, je vendais déjà n'importe quoi, n'importe qui. Je vendais des petites voitures majorettes quand j'étais enfant. Je vendais des cailloux à mon grand-père. Donc j'ai toujours vraiment été sales au fond de moi. Après, en étant sales, j'ai vendu tout ce qui est possible de vendre, des voitures, des camping-cars, des téléphones portables, des appartements, du B2B, du B2C. J'ai fait de la vente en porte-à-porte, j'ai fait de la vente sur salon, de la vente par téléphone, de la vente en boutique. Et j'ai à peu près vendu tout ce qui est possible et imaginable. En fin de carrière salariée, je travaillais chez Orange. Et c'est moi qui ai coécrit toutes les techniques de vente pour les sales qui vendaient la fibre optique en porte-à-porte. Donc ces garçons et ces filles tapaient aux portes des gens et leur disaient « Bonjour, je travaille chez Orange, la fibre arrive, achetez-moi la fibre ». Et du coup, c'est moi qui ai fait toutes les techniques de vente, qui les ai coécrites pour la France entière. J'ai implémenté ça pour la France entière. Et après cette mission-là, je faisais des audits dans des boutiques, généralement des grandes boutiques avec 15-20 personnes. Et je faisais des audits. D'abord, je passais 3 jours avec les managers, puis après des audits avec les équipes et des plans de montée en compétences. Ça se passait très bien, sauf que j'ai fait un burn-out en fait.
J'ai fait un burn-out après 20 ans de vente. J'ai fait un gros burn-out. J'avais plus du tout envie de vendre. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je devais vendre, je montais sur un ring de boxe et que je devais affronter mon prospect. J'étais plus du tout dans cette énergie. Je commençais à devenir agressif quand je vendais pas. Et alors que j'étais le meilleur vendeur, j'avais été 4 fois champion de France chez Orange, tu vois. Je commençais à pas me sentir bien. Du coup, ça m'a vraiment poussé dans le mur et je demandais ma rupture conventionnelle. Et du coup, mon DRH est un peu halluciné parce que personne de chez Orange ne démissionnait, encore moins avec des bons postes, voiture de fonction, 13e mois et tout ce que tu veux. Et là, j'ai arrêté la vente. Je suis parti dans la thérapie. Donc, je me suis formé en PNL, je me suis formé en énéagramme, je me suis formé en spirale dynamique, je me suis formé en neurosciences, enfin plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la vente. Parce que mon but, c'était de me sentir mieux, en fait. C'était comprendre pourquoi j'étais parti dans le mur. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai commencé à comprendre comment psychologiquement le cerveau humain fonctionnait, comment tu prenais des décisions, je me suis dit, waouh, mais en fait, si je prends toutes ces techniques de thérapeute, qui sont vraiment des pros du changement, des pros de la conduite du changement, si je prends toutes ces techniques transformationnelles et que je les mets dans la vente, ça va faire un truc monstrueux. Et du coup, j'ai créé une posture de vente qui s'appelle le coaching décisionnel. Donc aujourd'hui, j'ai essayé cette technique de vente, là, le coaching décisionnel, auprès de plein de closers, pas mal de closers de sales. Pour mes prestataires, mes partenaires et moi-même, on a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires générés. Donc des belles performances. J'ai écrit un livre, Maîtriser l'art de la vente, qui est best-seller sur Amazon en ce moment. Wow. Donc c'est vraiment le but du livre, c'est comment analyser les profils psychologiques pour mieux communiquer, influencer la prise de décision grâce à la PNL et l'énéagramme. Et aujourd'hui, je fais des audits en entreprise où je structure les chaînes commerciales. Je les conseille en recrutement, je les conseille en stratégie, je les conseille en management d'équipes commerciales. Et je suis aussi conférencier international et organisateur du meilleur mastermind de France. Franchement, en fait, on dirait que tu as bossé ta présentation depuis 2 semaines, tu vois. C'était tellement limpide, tu vois, on a tout. Tu vois, on a le passé, le storytelling, le breakdown event, ensuite le pourquoi tu as fait ça et tout. Ouais. Parfait. Le mec, il est beau, il y a le à moment et tout, l'élément chelou qui te sauve. C'est ça, l'élément chelou. Bah justement, parlons de l'élément chelou qui te sauve. Tu vois, t'as dit en fait que t'as fait un burn-out à ce moment-là. Ouais. T'as fait 20 ans, après t'as fait... Enfin, tu avais dit que t'as fait 20 ans chez Orange, après t'as fait ton burn-out. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé en fait à ce moment qui fait que bah, tu as pété un câble et que tu n'avais plus envie. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans ta vie pro, dans ta vie perso ou les deux qui font que tu as pété un câble? Les deux, en fait, c'est un alignement de plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au summum de ma carrière chez Orange, quand j'écrivais les techniques de vente pour la France entière et que j'étais auditeur, ça correspond avec la grossesse de mon fils et de ma femme. Et là, cette période-là, j'étais tout le temps en déplacement. Mais vraiment tout le temps en déplacement. Je posais mes valises le vendredi soir, je repartais le lundi. J'ai même pas le temps de laver mes chemises et je repartais. Donc je me régalais dans mon travail, je rencontrais plein de gens, j'allais dans toute la France et tout. Mais j'ai pas vu passer la grossesse de ma femme et j'ai pas vu passer les premiers mois de mon fils bébé. Donc déjà, tu vois, il y avait une sorte de blessure. Ensuite, Orange me maintenait sur un échelon qui était un échelon pourri par rapport à mes compétences. Et j'avais demandé à Orange de me changer mon échelon. Il m'avait dit non, ne change pas ton échelon, on augmente ton salaire. Et moi, je n'avais rien à foutre en fait de l'augmentation de salaire parce que moi, ce que je voulais, c'était la reconnaissance de mon travail. Et ça, Orange ne l'a pas compris. Donc, ils ont préféré me payer plus que me changer l'échelon. Chose que jamais personne dans un business traditionnel ne fait. Les gens disent, ah bon, tu veux de l'échelon, tu veux pas de salaire? Ouais, ben ok, t'inquiète, je te donne l'échelon. Aucun entrepreneur ne prendrait cette décision. Mais dans les grosses boîtes, c'est différent. Surtout qu'à ce moment-là, mon salaire dépassait déjà largement l'échelon que je demandais. Donc, tu vois, il y a vraiment une blessure. Tu vois, il y a vraiment un moment avec une blessure personnelle et une petite rancune envers la boîte. Et la filiale dans laquelle je travaillais a été dissoute. Et du coup, je me suis retrouvé à travailler dans une boutique, plus à être consultant, mais vraiment à travailler dans une boutique, à manager. Et je pense que mon style de management, il n'était pas fait pour cette boutique.
Tu vois, j'étais pas du tout à ma place. Moi, j'avais un style de management vraiment basé sur des vendeurs, des vendeurs en porte-à-porte, des vendeurs en très grande boutique, donc des gens qui ont un profil plutôt urbain, avec la niaque, qui veulent gagner de l'argent. Et là, tu vois, j'arrive dans une boutique où c'est plutôt rural, avec des personnes un petit peu plus âgées, et pas une appétence comme ça à l'argent et tout. Et si tu veux, le gap a été trop grand. J'étais en pleine dissonance cognitive. Je pense que j'étais pas un bon manager pour eux. J'étais pas le manager qu'il leur fallait. Et moi, c'était pas l'équipe qu'il me fallait. Et donc, du coup, tu vois, je me sentais pas bien, pas bien, pas bien. Et un jour, ça a claqué et je suis parti. J'ai dit, j'en peux plus, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Je demande pas d'argent. Juste laissez-moi partir. Mais donc ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que, en fait, tu as abordé plein de trucs. J'ai pris des notes, tu vois, tellement c'était puissant ce que tu disais. Déjà, en fait, tu as parlé d'une blessure vis-à-vis de ta famille. Ta femme était enceinte, tu n'étais pas là. Ton fils aîné, tu n'étais pas là. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait une valeur famille qui n'était pas assouvie. Deux, Ouais. tu parles de salaire et de reconnaissance. Tu vois, là où tu vois la majorité des gens, tu vois, courent derrière plus de salaire, tu vois, courent derrière plus d'argent et tout. En fait, toi, tu te dis, mais en fait, non, je veux pas de ça, je veux la reconnaissance, tu vois. Et Et trois, ouais. tu parles de dissonance cognitive, tu vois. Donc, en fait, dans ton histoire, j'ai plus l'impression que, au-delà de ce que tu faisais très bien, ce qui t'a fait vriller, c'est qu'il y avait un besoin, en fait, que tu n'arrivais pas à combler de par ton travail. Est-ce que tu confirmes ça? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour l'histoire de la blessure familiale, je me la suis auto-infligée. Mhm. Et on en avait parlé avec ma femme, on était OK parce que j'étais vraiment dans une phase de carrière où je progressais très très vite et on me donnait des missions géniales. Donc on était OK avec ça. Tu vois, c'est vraiment pas la faute de la boîte sur ce côté-là. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que chez Orange et dans d'autres boîtes, tu vois, il y a une espèce de règle un peu bizarre, c'est que tu peux postuler en interne qu'à un poste sur ton échelon. Tu vois, tu peux pas postuler au poste d'autres échelons. Et moi qui avais écrit des techniques de vente pour la France entière, j'avais organisé des workshops de 170 personnes, j'avais formé des équipes de cadres entiers, j'avais fait des audits de très gros magasins. En fait, j'avais eu des missions extraordinaires, mais j'avais encore un échelon de merde, en fait. C'est-à-dire que par rapport à mon échelon, j'étais même pas cadre, en fait. Et j'allais former les cadres et donner des conseils aux cadres. Et donc, en fait, je disais, OK, ma mission, elle va finir, mais laissez-moi la chance d'avoir d'autres missions qui me font kiffer. Et là, mon échelon me permettait pas de postuler pour ces autres missions qui me font kiffer. Et c'est pour ça que je m'en foutais de gagner 150 balles nettes de plus ou 200 balles nettes de plus. Moi, ce que je voulais, c'est faire des missions qui me fassent kiffer. Je voulais contribuer à faire grandir la boîte et tout. Et je voulais pas me retrouver manager de proximité dans une boutique rurale, tu vois. J'étais pas du tout à ma place. Mais symétriquement, les gens qui étaient dans cette boutique-là, ils voulaient pas d'un manager qui arrive en leur disant attends, on va faire des techniques de ceci, de cela. Tu vois, c'était pas ce qu'ils attendaient. Et donc en fait, ça a pas marché. Ouais, en fait, dans le parcours du héros, tu vois, c'est le fameux processus qui te permet de te découvrir et d'aller vivre ta légende personnelle, pour reprendre les mots du personnage principal dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, Ouais. parenthèse. Ah, je connais bien, ouais. Tous les entrepreneurs l'ont déjà lu, je pense, ce livre. Normal. En fait, dans ton parcours, en fait, tu t'es dit, dans cet appel, tu t'es dit, mais en fait, je suis bon dans ce que je fais, mais c'est pas ma place, en fait. Donc, peu importe ce qu'ils peuvent me donner, peu importe s'ils me donnent tout l'or du monde, je suis pas à ma place, en fait. Ouais, J'ai c'est besoin de exactement ça. réaliser autre chose. C'est pas une question d'argent, tu vois. C'est ça. Non. Et j'ai une super anecdote, tu vois, qui illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que moi, quand je faisais des audits et que je réécrivais des techniques de vente, j'avais une technique qui était vraiment basée sur l'expérience client. Qu'est-ce qu'il vit? Tu vois, quelle émotion ça génère? Qu'est-ce qu'il vit? La satisfaction client, les émotions générées. J'arrive dans ce magasin, qui est un magasin tout vieux à l'ancien concept, et au moment où j'arrive, ils refont le concept du magasin. Tu vois, ils changent tout, ils font des millions de travaux. Et on me dit, ouais, Laurent, il faut que tu formes l'équipe de vente à utiliser ce magnifique outil. Et là, mon directeur régional, donc moi N+2, il me dit, Laurent, il faut que tu fasses une réunion pour expliquer où se trouve l'agrafeuse pour agrafer les contrats. Et j'ai dit, mais non. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire une réunion pour expliquer où est l'agrafeuse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer comment on se balade dans cette surface sans bureau attitré.
parce qu'avant ils avaient des bureaux attitrés, maintenant il n'y avait plus de bureaux attitrés. Comment, en se baladant dans la surface, en faisant écouter de la musique, regarder de la télé, écouter des casques, toucher des coques avec son client, comment on augmente son chiffre d'affaires avec une super expérience, comme si on faisait visiter sa maison à un pote, tu vois. Et à la fin de ce parcours, eh ben, je les guiderai vers une zone dans laquelle ils trouveront les fameux outils, dont la graffeuse, les stylos et tout ça, quoi. Et lui, il me dit, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Fais une réunion pour expliquer où est la graffeuse. Je dis, mais je vais pas faire une réunion où est la graffeuse. Je vais leur expliquer comment utiliser un magasin à plusieurs millions avec un super concept. Comment faire vivre une super expérience personnalisée aux gens. Et à l'intérieur de ce parcours, il y aura la graffeuse. Et il m'a dit, non, c'est moi ton chef et tout. Si t'es pas content, tu peux partir. Et en fait, il m'a dit ça quelques semaines avant que je démissionne. Mais il m'a dit ça parce qu'en mode, jamais personne ne démissionne de chez Orange. Tu vois, les gens, ils sont trop calés, en fait. Chez Orange, comme il y a eu plein de suicides et plein de trucs, tu peux être le pire employé du monde, on ne te licencie pas, tu vois. Et donc, du coup, il m'a dit ça un peu en mode, ouais, tu le feras jamais. Sauf que quelques semaines après, je l'ai fait. Et c'est vraiment ce que tu dis, c'est une histoire de valeur. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas accepter, qu'on fasse faire un truc aussi con, en fait. Mais c'est hyper, non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que tu as vu une vision. En gros, la vision de je vais apporter de la valeur aux gens pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et pas juste leur dire fais ça et tu atteindras ton objectif. Tu as une vision en fait qui n'était pas partagée par ton employeur et à partir de ce moment-là, tu as pété ton câble en fait. C'est ça. si je comprends bien. C'est ça. Et comme je suis de nature, tu vois, à dire facilement ce que je pense, aussi bien quand c'est bien que quand c'est mal, une fois, deux fois, trois fois, un ancien chef à moi disait une fois, deux fois, beaucoup. Tu vois, une fois, deux fois, beaucoup. Au bout d'un moment, je dis, mais mec, en fait, pourquoi tu m'as donné moi cette place-là? Tu savais très bien mon palmarès avant. J'avais été plusieurs fois champion de France, champion des constructeurs, champion de vente. J'avais formé, j'avais refait tous des parcours de ouf. Pourquoi tu me dis de venir dans un magasin si c'est pour pas profiter de mon expérience, en fait? Parce que concrètement, mon boulot, je me retrouvais à ouvrir les cartons et les biper et mettre les iPhones en sécurité et faire des plannings, quoi. Donc je disais non, c'est pas ça que je veux. Moi, je vise l'excellence, je vise l'exploit. Et il m'a dit non, on veut pas d'exploit, nous. On veut juste du normal. En fait, tu avais le sentiment que tu pouvais faire plus, que tes objectifs et tes standards étaient beaucoup plus élevés, mais on t'avait dit non, on n'a pas besoin de ça, reste à ta place. Donc en fait, limite, on t'a coupé les ailes. Tu vois, on t'a coupé les ailes, on t'a dit non. Tu vas trop loin, fais ça, bon petit chien, petit toutou, voilà. Et après, si t'es gentil, ah, quoi, tu cries? Tiens, un petit peu plus d'argent. Et après, tu restes à ta place. Donc en fait, en soi, t'as refusé de rester à ta place et t'as pris le risque, justement, de faire les choses selon ta vision, en fait. Ouais, mais je tiens à préciser que c'est aussi quelque chose qui a fait de moi un très mauvais manager. Parce que c'est pas seulement un truc d'ego à dire ouais, j'avais un poste au placé et là on me coupe les ailes. Et même si je suis d'accord, ça y joue et c'est ce que j'ai ressenti. Mais en fait, j'étais aussi un mauvais manager dans le sens où c'est pas ce que mon équipe attendait de moi non plus. Parce que mon équipe, elle avait un manager qui était parti à la retraite quelque temps avant. Donc elle avait vraiment un manager vraiment en mode famille, pépère et tout. Et donc moi j'arrive avec un management vraiment jeune, dynamique, performant, avec des critères, des KPI que je suis vraiment au millimètre, avec des stratégies, des techniques de psychologie et tout. Et en fait, c'est pas ce qu'ils attendaient. Donc en fait, non seulement, ok, moi dans un autre univers, j'étais bon pour manager des cadres, des grosses boutiques, mais j'étais très mauvais. J'étais un très mauvais manager dans cet univers-là. Ouais, en fait, on t'a pas mis à ta place, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Mais hyper intéressant. Et en fait, en gros, si je résume en fait tout ton parcours de 20 ans chez Orange, tu as fait les choses bien, tu as été docile, on va dire, tu as monté en compétences, tu as montré que tu étais bon, tu t'es prouvé à toi-même que tu étais bon, tu vois. Après, on te met dans d'autres cases et tout, ok. Ouais. En fait, sauf qu'au bout d'un moment, tu te dis, bah non, moi je peux faire autre chose. Ma vision de la vente, c'est ça. Orange, est-ce que tu acceptes oui ou non? Non, tu n'acceptes pas. Dans ce cas-là, je m'en vais. C'est ça. Et justement, l'après Orange, comment ça s'est passé? Alors, l'après Orange, en fait, bon, déjà, ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont payé pendant quelques temps pour rester chez moi. Ils m'ont dit, bon, ok, repose-toi chez toi, on te paye.
Ne viens pas travailler, moi on te paye. Donc déjà, je tiens à les remercier quand même parce que c'est très cool. Tu vois, je crache pas dans la soupe. Ils m'ont donné des super, ceux qui m'ont permis d'évoluer. Ils m'ont payé beaucoup de formations à l'époque, qui m'ont permis d'être coach en technique de vente, les premières bases de la PNL, audit et tout, coach expert, coach d'équipe. Donc franchement, c'est cool. Et là, ils m'ont donné cette chance aussi. Ils m'ont dit, repose-toi, vas-y. On ne sait pas encore comment faire, reste à la maison. Donc je suis resté à la maison 2 mois, Ok. à 100% de mon salaire. Après, on a signé une rupture conventionnelle. Donc là, ben, je savais que j'allais monter une boîte, je savais pas encore comment, je me suis inscrit au chômage. Et là, j'ai eu une sorte de syndrome de l'imposteur, tu sais, celui que tout le monde a, que tous les entrepreneurs ont. C'est-à-dire que C'est intéressant. Le syndrome de tu sais, l'imposteur. tu sais, t'as été un bon salarié ultra compétent et tout, et tu as été formé, et j'avais formé peut-être 300, 400, 500, 600 personnes, tu vois, dans ma carrière déjà chez eux. Et tu te dis, tiens, je me lance. Et tu dis, ouais, mais il manque quelque chose. Et donc, du coup, comme il me manquait quelque chose et que j'avais envie de mieux me comprendre, c'est là où j'ai commencé à faire des formations de PNL. Mhm. Parce que vraiment, je voulais être un très très bon coach, tu vois. Et du coup, pour moi, la PNL était essentielle vraiment au coaching. Ensuite, ben, tu sais, d'une chose entraîne une autre. Après, quand tu as un peu multipotentiel, tu vois, tout t'intéresse. Donc, tu fais de la PNL, tu te dis, ah, mais ça a l'air bien l'hypnose. Donc, tu fais de l'hypnose. Après, tu te dis, ah, mais ça a l'air bien les spirales dynamiques. Après, ah, mais ça a l'air bien les neurosciences. Et en fait, tu te retrouves à faire toutes les formations possibles, quoi. Mhm. Moi, je suis très très bon client des formations. J'achète énormément de formations, même encore, hein. Alors, Je ceux qui nous dépense. écoutent, si vous avez des formations à vendre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on leur envoie les Ah acheter. ouais, faut m'appeler. Et surtout, si la personne elle est sympa, j'ai déjà acheté des formations qui me plaisaient pas, juste pour échanger avec le formateur qui était sympa. Waouh. C'est énorme. Ah, je te jure, c'est vrai. Par exemple, j'ai acheté la formation de Jordan Braco. Ouais. J'ai dû payer ça 3600 balles de mémoire ou 3900 balles, juste pour discuter avec Jordan Braco, Jean Braco qui est, rappelle-nous. qui fait de l'affiliation et du SEO. D'accord, bah voilà. Jean Voilà. Braco, Et donc c'est moi, bon. je voulais pas faire d'affiliation, ça m'intéressait pas. Mais comme je savais que j'allais lancer un business, j'avais besoin d'avoir des bases en SEO. Et du coup, j'ai fait sa formation que pour discuter avec lui SEO. Ok, et après t'as connecté avec lui, et après, boum quoi. Ouais, après on a discuté et tout, c'était cool. Après, j'ai acheté la formation de Mehdi Baer un jour. Mhm. Il avait une formation, Mehdi, et j'avais eu super envie de discuter avec Mehdi. À la fin, il dit, bon allez, call to action, ceux qui achètent la formation, en cadeau bonus, ils peuvent venir me voir en coaching une fois gratuitement. Mhm. Donc j'ai acheté la formation juste pour le bonus, juste pour aller discuter avec lui. Et généralement, en fait, c'est ce qui se passe hein, quand on crée des formations. En fait, il y a beaucoup de personnes. Enfin, il y a une étude en fait qui est sortie qui dit en fait que la majorité achète des formations ou des e-books ou ce que tu veux, grâce au bonus qu'il y a derrière en fait. Surtout grâce à ça en fait, et pas au C'est vrai. contenu lui-même. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais honnêtement, les formations que je me suis payé moi dans ma vie de professionnel ou les livres que j'ai lus, on peut en citer plein, la value, elle est mais 1 million de fois supérieure à tout ce que l'éducation nationale m'a appris, quoi. Bon, ça après c'est un autre débat. Je pense que si on rentre dans ça, on en a pour 3 heures de podcast. Voilà, on va arrêter, c'était la parenthèse révolutionnaire. Voilà. Mais, C'est mais, la euh, parenthèse, tacle glissé, je récupère le ballon et et je c'est continue. ça. Mais en tout cas, je me souviens en BTS vente, tu vois, où on faisait questions fermées, questions ouvertes, leçon K, la pyramide de Maslow. Tout ça, c'est mort. Tout Bah ça, oui. c'est dead. Bah, Ça disons n'a en fait plus que ce sont des d'intérêt. bases pour te permettre de t'ouvrir l'esprit. Mais après, une fois que tu es dans le terrain, enfin une fois que tu es sur le terrain, que tu veux vraiment aider les gens, il faut passer à autre chose. Tu vois. Pour moi, en fait, c'est une porte D'accord. d'entrée. Tu rentres dans un univers, tu vois, qui est, qu'est-ce qu'il est. Et après, en fait, à partir de cela, à partir de ce moment-là, là, tu vas aller choper les choses les plus intéressantes, en fait, comme tu dis. Ben ouais. Et donc voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup appris. Après, je continue à apprendre. Je continue aussi à apprendre. Je continue aussi à apprendre. Puis Ah bah ça, j'apprends aussi beaucoup au contact de mes clients, quoi. enfin, un entrepreneur qui arrête d'apprendre, ça veut dire que sa mort n'est plus trop loin. Bah d'ailleurs, enfin, pour Ouais, c'est ça. aller dans une dimension un peu métaphysique, à l'échelle de l'univers, il n'y a pas d'éléments statiques. Soit les éléments sont en expansion, soit ils sont en implosion en eux-mêmes. Mais par contre, un truc qui est toujours la même chose, ça n'existe pas. Donc, du coup, Ouais. effectivement, je vais dans ton sens là-dessus, on est raccord. Mais hyper intéressant. Mais du coup, maintenant que tu nous as parlé, tu vois, un peu
de ton background, de ce que tu as fait, tu vois, de l'élément déclencheur, de ce fameux déclic, tu vois, de ce qui t'a permis, voilà, de te réaligner. Parce qu'en fait, dans tout ça, quand je lis entre les lignes, tu vois, il y avait une notion de, à un moment, je n'étais plus aligné par rapport à ce que j'avais, par rapport à ma condition qui, d'un point de vue extérieur, était bien, bon salaire, bon poste et tout. Voilà, je vivais très bien aussi à la maison. Il y avait ça, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu as créé ton truc où tu parles de PNL et de coaching dedans. Justement, comment tu intègres la PNL, tu vois, et le coaching dans ce que tu fais. Et juste, est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est PNL pour les auditeurs qui viennent de tomber en fait sur ce podcast en premier par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Ouais, alors la PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. En fait, la programmation neuro-linguistique a été inventée dans les années 70 et à cette époque, ils ont modélisé, donc ils ont observé des praticiens qui avaient du succès, qui marchaient très bien. Par exemple, Milton Erickson, voilà, que des superstars de la thérapie, psychiatrie et tout ça de l'époque. Et ils ont dit dans tout ça, on va garder ce qu'on appelle la structure agissante. C'est-à-dire, on sort tout ce qui sert à rien et on garde que le nectar, que la structure agissante. Du coup, le principe de la PNL, c'est que ça clarifie les représentations du cerveau humain. C'est-à-dire que ton cerveau, tous les cerveaux de n'importe quel humain, que ce soit des Français, des Américains, des Africains, des Asiatiques, peu importe, que ce soit les gens d'il y a 3000 ans ou les gens dans 3000 ans, notre cerveau, il fonctionne de la même façon et ça ne changera pas. En gros, on capte le monde avec nos 5 sens, visuel, auditif, olfactif, gustatif, et kinesthésique, et on se fait une représentation du monde dans notre cerveau. On range les informations. D'ailleurs, quand on rêve, on range les informations. Selon la PNL, monde, du coup. Hein? Selon notre carte du monde. Ouais. Ok, ça marche. Donc, le principe de la PNL, c'est que nous vivons des expériences dans un monde réel, la réalité objective, et nous créons dans notre cerveau la réalité subjective. Un truc qui n'est pas du tout réel, et ça, c'est notre carte du monde. Et ensuite, on se sert de notre réalité subjective, de notre carte du monde. On s'en sert pour naviguer et vivre dans notre monde. Tu vois, par exemple, moi, dans ma carte du monde, je suis végétarien. Ben, j'ai créé ça avec certaines choses qui me sont arrivées dans mon expérience. Et du coup, ça guide mes décisions futures. Okay, et donc, la PNL, ça va expliquer ça. Et ce qui est génial, c'est que quand tu sais comment ça fonctionne, tu es capable d'agir dessus. Par exemple, imagine tu as la phobie des araignées. En une séance de PNL, tu n'as plus peur des araignées. On supprime ta phobie. Mais justement, parce que la phobie n'est pas réelle. Bien sûr, oui, effectivement, la phobie, c'est juste en fait une projection qu'on se fait sur notre carte du monde. Mais en fait, concrètement, tu vois, moi, j'aime bien être concret dans ce podcast, tu vois. C'est pas mal de retours que j'ai eu. Concrètement, tu vois, genre, je reprends l'exemple que tu viens de prendre, la phobie de l'araignée. J'ai une phobie, j'ai une peur bleue de l'araignée, je vois une araignée, je perds mes moyens et tout. Comment, en une séance, je sais pas déjà combien de temps dure une séance, comment en une séance, on peut justement supprimer ça, genre switch off ça dans ta tête pour que tu n'aies plus peur de ça, tu vois? Alors, déjà, une séance, ça va durer, minimum 30 minutes, maximum 1 heure. Ok, d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'on va questionner, donc le praticien en PNL va questionner son sujet, il va questionner son client. En PNL, on appelle ça son sujet, et on se considère comme un guide en tant que praticien. Pas comme un aidant, on ne se considère pas comme un aidant, mais comme un guide. En fait, on va le ou la questionner avec des questions de manière à rentrer dans les strates de la communication jusqu'à la partie la plus inconsciente. Parce qu'il y a trois strates dans la communication. Ce que la personne te dit, ça, c'est la partie visible. Juste sous l'eau de l'iceberg, la partie juste sous l'eau de l'iceberg, c'est ce que la personne ne t'a pas dit, mais elle en a conscience. Elle ne te l'a pas dit parce qu'elle n'a pas senti utile, parce qu'elle n'a pas réussi, parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle n'a pas osé ou parce qu'elle t'a menti. Et la troisième partie, c'est des choses que la personne ne t'a pas dit, mais elle n'en a même pas conscience. Pourtant, ça marche en arrière-plan de son cerveau, ça tourne. Donc, on va d'abord lui poser des questions. Le but, c'est de savoir, au moment où la phobie arrive, et elle arrive en manière instantanée, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne, elle a vu une image? Est-ce qu'elle a entendu un son? Est-ce qu'elle s'est passé un film?
comment elle s'est représentée ça. Et ça fonctionne, c'est un déclencheur, un trigger et une résultante. Donc c'est, je vois une araignée avec mes yeux, je repense à quand j'étais petit et je me fais le film d'une araignée qui me saute dessus dans une forêt, j'étais surpris. Et le film qui était surpris déclenche une émotion, peur. Donc ce qui se passe, donc on a un déclencheur extérieur qui fait une sorte de déclencheur intérieur qui déclenche une émotion, peur. Du coup, pour la désactiver, c'est très simple. Ou on vient couper la relation de cause à effet, c'est-à-dire que le déclencheur ne déclenche plus rien. Ou on peut relier le déclencheur à autre chose. Par exemple, je vois une araignée, je suis mort de rire. Ça peut paraître bizarre, mais si ton cerveau est capable de faire « je vois une araignée, j'ai peur, je pousse des cris et je saute », pourquoi il ne serait pas capable de faire « je suis mort de rire » ? Okay ? Il est capable. Donc on peut faire araignée mort de rire, ou on peut garder peur et mettre peur, je ne sais pas, des extraterrestres. Voilà, il y a 3 possibilités de la désactiver. Après, ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle voit des images fixes? Est-ce qu'elle entend des sons? Est-ce qu'elle passe? Après, il y a aussi un truc hyper important. Après la phobie, c'est est-ce qu'il y a des traumas? Et quelle est la construction de la personnalité que la personne s'est fait derrière? Parce qu'autant la phobie est facile à traiter, la construction de ta personnalité autour est beaucoup plus difficile à traiter. Ok. Mais c'est ok. Mais en fait, c'est archi puissant parce que, effectivement, si tu comprends ça, si tu comprends la PNL, du coup, de la définition que tu as faite selon ta carte du monde, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, je m'efforce à dire ça parce que juste avant toi, j'ai eu Mehmet Gül en podcast, tu vois. Ah ouais, bah, qui fait la PNL aussi, ouais. Exactement, on a énormément parlé de ça, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, j'essaie toujours de dire ta carte du monde, ton site, tout ça. Bon, bref, parenthèse fermée. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le podcast avec Mehmet. Donc, du coup, dans ta carte du monde, si tu comprends ça, tu peux influencer tout le monde. La prise de décision. C'est exactement ça. Et donc, du coup, justement, belle transition vers ton expertise, donc, du coup, vers les sales. Concrètement, aujourd'hui, voilà, comment tu utilises justement ces techniques-là pour faire de la vente éthique, on va dire. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Bon, alors déjà, pour faire de la vente éthique, avant de passer dans la partie de la vente qui va vraiment être transformationnelle, c'est-à-dire la partie de la vente dans laquelle je vais libérer la personne de ses croyances limitantes, de ses blocages et où je vais la projeter vers un état désiré, une vie parfaite, majoritairement avec le produit, l'offre, le service. Avant de faire ça, il y a toute une partie de diagnostic. C'est-à-dire qu'avant de faire ça, moi, je vais poser des questions qui ne sont pas transformationnelles du tout, mais je veux juste m'assurer que la personne, elle en a un réel besoin. Je vais juste m'assurer que c'est réellement ça dont elle a besoin, que c'est fait pour elle et que ça va lui permettre d'obtenir quelque chose. Si je vois que ça ne lui permet pas d'obtenir parce que, par exemple, elle n'a pas réellement envie ou ça va lui servir à rien dans un projet de vie ou dans un projet d'alignement, j'essaie pas de la transformer. C'est là où l'éthique arrive. Donc, l'éthique, elle est au début. Tu fais un diagnostic et en fonction de ton diagnostic, si tu dis « Ok, mon produit peut permettre à la personne de faire quelque chose de cool. Ok, c'est cool pour la personne, c'est écologique pour la personne de faire ça. » À ce moment-là, si tous les feux sont ouverts, à ce moment-là, on utilise des techniques pour qu'elle prenne une décision. Mais si les feux ne sont pas ouverts, on n'utilise pas de technique. Donc, s'assurer que ton produit, peu importe ce que c'est, tu t'assures en fait que ce produit-là peut l'aider dans sa transformation. Et justement, pour toi, comment tu définirais une transformation? N'importe quel produit que tu achètes te permet de vivre une transformation. Même un produit aussi con qu'un aspirateur. Pourquoi? Imagine, tu es là, tu vas aspirer chez toi, tu le branches l'aspirateur, il ne marche pas. Tu vas être submergé par des émotions. Putain, fais chier, mon aspirateur il marche pas, ça va me coûter cher, j'ai pas envie. Et puis déjà que j'avais pas envie d'aspirer, puis je vais perdre du temps. Tu vois, tu vas être rempli. Honnêtement, ton aspirateur il est en panne, tu es rempli d'émotions. Positif ou négatif, ça c'est encore autre chose. Tu es rempli d'émotions. Voilà. Il n'y a pas d'émotions négatives d'ailleurs, mais d'émotions,
que tu estimes pas positives. C'est ça, c'est une carte du monde. D'émotions désagréables. D'émotions que tu ressens désagréablement. Donc, pour sortir de cet état d'émotions désagréables, tu vas acheter un aspirateur. Donc, le but, c'est que tu veux te transformer du Laurent vénère parce qu'il n'y a pas d'aspirateur en Laurent, c'est cool, j'ai un nouveau aspirateur, je suis content, il aspire. Et donc, tu as vécu une transformation. Et tu peux prendre n'importe quel produit du monde, tu vis toujours une transformation. Produit, accompagnement, offre ou service, c'est pareil. D'accord, ok. Donc, ok. Tu vois, pour les gens qui vendent des logiciels en SaaS, par exemple, j'ai beaucoup de clients à moi qui ont des startups et des scale-up et qui vendent du logiciel. Et ils me disent, ouais, mais c'est pas pareil, c'est du logiciel. Ben si, c'est pareil. Tu vois, imaginons, je vends un logiciel pour prospecter. J'ai un état, ce qu'on appelle un état présent. Ouais, aujourd'hui, je galère, la prospection, ça me prend du temps, j'aime pas ça, et je suis pas content de le faire, et je kiffe pas, et j'ai pas un bon ROI, tatati, tatata. Donc, tu es chargé de tout ce bagage émotionnel en toi, et toi, ce que tu veux, c'est vivre. Ouais, j'ai des clients de façon fluide, je kiffe avec mes clients, je suis super content et tout. Donc, tu achètes un logiciel de prospection. Ouais, donc en fait, la transformation, elle n'a pas besoin d'être comment dire, d'être extraordinaire. Genre, tu vas pas te transformer je sais pas, de personne sur son canapé à Superman. En fait, c'est juste changer quelque chose dans ton quotidien qui ne t'apportait pas, enfin, qui t'apportait des émotions négatives, selon la carte du monde de la personne. En fait, ce que tu changes, c'est ton état émotionnel. N'importe quel produit que tu achètes, la transformation, c'est une transformation émotionnelle. Ok. Mais on peut le faire avec un stylo, une baguette de pain, c'est pareil. Une baguette de pain, je suis là, j'ai faim, j'achète une baguette de pain, c'est pour éviter la faim. Ok. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, hyper clair. Donc du coup, ça c'était le premier point. Donc transformation. Et de deux, une fois que tu as verrouillé ça. Et bien une fois que tu as fait, d'abord une fois que tu as fait un diagnostic, que tu dis c'est bon, ok, ça va lui permettre, moi je dis jamais aider, ça va lui permettre d'accéder à quelque chose, d'accéder à des ressources, de changer d'état émotionnel. Et je suis sûr au fond de moi, parfaitement aligné, que c'est bon pour la personne, c'est écologique pour elle. À ce moment-là, je rentre dans une partie de la vente qui est une partie purement transformationnelle. Les gens pensent à tort que on pose des questions que phase de découverte. Non. Moi, je n'argumente jamais. Je pose que des questions transformationnelles. Il n'y a pas de phase de découverte dans ce que j'enseigne. Ça n'existe pas. Mais justement, c'est quoi les questions transformationnelles? Genre, on va reprendre l'exemple de l'aspirateur, tu vois. Donc, je suis chez moi. Oh là là, mon aspirateur ne fonctionne plus. Oh, je suis énervé. Je veux changer cet aspirateur-là. Je vais chez Carrefour. Bam, 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 bam. Bonjour, je suis à Carrefour. Laurent, c'est vous le vendeur? Ok. J'ai un problème. Donc, mon aspirateur ne fonctionne plus. Ok. Donc déjà, il y a 3 choses à aller explorer. Les critères, les croyances et les valeurs. Donc même pour un aspirateur, il faut quand même aller chercher au niveau des valeurs. Ou tu es un vendeur d'aspirateurs qui gagne 1500 balles ou 2000 balles, ou tu es champion de France de vendre des aspirateurs. Choisis ton camp. Celui qui est champion de France des aspirateurs, peut-être qu'il le fait de façon intuitive, c'est possible. Mais il se contente pas de poser des questions de base. Les questions de base que tout le monde pose, c'est les questions de critères, les questions de faits. D'accord? Quel est votre budget? Vous voulez acheter votre aspirateur quand? Quelle puissance? Quelle couleur? Ça, c'est des critères. 1000 watts, c'est un critère. Je veux un aspirateur léger, c'est un critère. Je veux un aspirateur qui fasse ça, fasse ça. Tout ça, c'est des critères. Et ça, tous les vendeurs sont capables de poser des questions de critères. Maintenant, allez explorer les croyances. Tu vois, en quoi, comment vous pouvez être sûr que vous avez besoin d'un aspirateur? Bah justement. Tu vois, à ce moment-là, concrètement, genre comment ça se passe? Tu poses une question à la personne pour que la personne te réponde, pour que tu aies cet élément pour que tu puisses continuer, ou comment tu décèles justement? je pose des questions pour que la personne réfléchisse en intériorisation, qu'elle puise au fond d'elle ses propres critères, ses propres croyances et ses propres valeurs, et qu'en fonction de ça, elle arrive à un point où l'évidence, c'est acheter le produit. Mais moi, j'argumente pas. Je la questionne, je sais ce qu'elle veut, je sais ce que je veux qu'elle me dise, je lui pose des questions pour aller chercher à l'intérieur d'elle, et quand elle répond, le fait que ça vient d'elle, elle dit « Ah ouais, mais vous avez tout compris, monsieur ?» Alors que moi, j'ai rien compris, j'ai juste posé des questions. Elle me dit « Non, mais c'est ça qu'il me faut. »
D'accord, ok. Donc en fait, la PNL, en gros, si je résume un peu de manière brute, c'est l'art de poser c'est l'art de poser des questions. Voilà, c'est l'art de bien communiquer. Et Et poser des bonnes questions, par exemple, si tu prends poser des questions, l'art de poser des questions dans mes cours, hein, j'ai des e-learning sur le sujet, je pense que j'ai dû faire 20 heures de cours que sur l'art de poser des questions, que sur ce simple sujet-là. Et je te garantis que 99% des vendeurs que j'ai en coaching ne savent pas poser des questions. Mais justement, ces questions, tu les poses par rapport au feedback que te donne la personne en face de toi. Ouais, en fait, il y a un postulat de la PNL. Un postulat, Mhm. c'est comme les commandements, comme les 10 commandements de Moïse, mais pour les PNListes. Hein. Il y a un postulat de la PNL qui on ne peut pas ne pas communiquer. Mhm. Donc, quand moi je pose une question, en fonction du langage corporel de la personne, en fonction de sa communication non verbale et sa communication verbale, ça me donne des indices. Et Mhm. donc, en fonction des indices que j'ai, je vais poser une question très précise pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Mhm. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, je sais que tu aimes bien le concret. Oui, bah ça, c'est le Si, podcast concret. Tu vois. Donc, voilà. vas-y. Alors, pour l'exemple des mots, Mhm. si une personne me dit euh, je acheter en ligne, c'est de l'arnaque. Donc, acheter en ligne, c'est une arnaque. La structure de la phrase, c'est une croyance. Mhm. C'est un truc, une partie de la phrase, gna 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 gna, entraîne gna 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 gna. En PNL, ça s'appelle une équivalence complexe. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, c'est une équivalence complexe. Donc, en fait, le but, c'est que quand je vais entendre la structure de la phrase, je vais ou pousser la personne pour qu'elle me cherche des contre-exemples. Par exemple, je pourrais lui poser une question du style qu'est-ce que vous connaissez comme formation qui se vendent que en ligne et qui ne serait pas de l'arnaque? Ou Mhm. une autre stratégie, ça consisterait à trouver l'expérience initiale qui a créé cette croyance-là. Par exemple, c'est quand la première fois que vous avez entendu cette phrase-là que l'expérience est de l'arnaque? Donc tu vois, je rentre pas plus dans les protocoles, mais c'est pour t'expliquer que là, la structure de la phrase, gna 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 égale gna gna gna, mon cerveau me dit équivalence complexe, donc du coup, j'ai des protocoles pour aller questionner sur ça. Donc ça je l'ai détecté avec un mot. Ensuite, si la personne elle me dit oui, puis enfin, et qu'elle change, et qu'elle fait un trou dans une phrase, généralement les trous c'est des omissions, et donc je vais aller questionner justement dans le trou. Parce que le trou c'est qu'est-ce qu'elle n'a pas osé me dire, qu'est-ce qu'elle n'a pas su me dire, ou qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu me dire. Mhm. Donc D'accord. ça, en fait, c'est du questionnement dans les silences. Mhm. Je Mhm. vais questionner les silences, pas les mots, mais les silences. Une autre chose qui est le langage corporel. Par rapport au mouvement oculaire des yeux, selon l'endroit où va regarder la personne, est-ce que c'est en haut, à droite, en bas, à gauche, en face, je sais que cette personne-là, elle est en train de voir une image, de dérouler un film, d'entendre des sons ou d'avoir un ressenti. Je te donne un exemple concret. J'avais une élève qui me dit qu'elle doit changer de bureau. Elle me dit oui, il faut que je change de bureau. Je lui dis ah bon, et comment il est ton nouveau bureau? Et elle me décrit le prix, la taille et tout ce qu'elle veut. Mais moi, je vois que quand elle me décrit le prix et la taille, je vois qu'elle entend un son. Mais elle n'a jamais dit le mot son, rien. Elle m'a dit le prix, la taille, la couleur, les matériaux. Et je lui dis pourquoi? Quel son il devrait faire ton nouveau bureau? Et elle me dit, ben justement, mon ancien bureau, il a des roulettes qui couinent, c'est horrible, à peine je bouge, il couigne. Je veux un bureau sans roulettes. Et donc son langage corporel, là, à ce moment-là, les mouvements oculaires, m'ont fait savoir que la personne en face de moi entendait un son. Donc j'ai questionné le son qu'elle entendait. Mhm. Donc en fait, tu perçois quand même Voilà, les petits signes de sa communication non verbale. Donc les yeux, voilà. je sais pas, les mains, les mouvements. Ouais, les yeux, les mains. Alors le truc caricatural, c'est que tu parles à quelqu'un, la personne elle se met à croiser les bras et elle recule, ou elle s'avance, tu vois, ça Oui, tout le ouais, monde le voit. Voilà, ça c'est des trucs grossiers, mais tu as des choses beaucoup plus subtiles. hyper intéressant. Ok, ok. Voilà, Donc du coup, donc ça, ça c'est des techniques de PNL qui sont purement utilisées en vente, mais c'est aussi énormément utilisé en management. hmm, Parce que quand tu es manager, toi, ce que tu fais, c'est que tu veux vendre à quelqu'un l'idée de faire quelque chose. Par exemple, si moi j'ai une équipe et que je leur dis, allez, on travaille dimanche, on a portes ouvertes, qui est volontaire pour venir travailler dimanche, je dois leur vendre l'idée de travailler dimanche. hmm, Donc je me sers des mêmes trucs, mêmes techniques. Donc ce qui te sert en tant que coach, te sert en tant que thérapeute, te sert en tant que vendeur, te sert en tant que manager, te sert aussi en tant que parent. Si tes enfants ils veulent pas manger leur haricot vert, par exemple,
Tu Ben, peux tu peux t'en pénaliser servir. tes enfants pour qu'ils mangent du haricot vert. Bien sûr. Je les PNLise de longue, mes enfants. Avec le rire diabolique. Hashtag rire diabolique. Quand je vais voir tes enfants, ils seront comme ça, tu vois. Haricot. Non. Non, mais ce qu'il faut savoir, Mhm. on en rigole, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous, naturellement, se PNLisent tous les uns les Bien autres. sûr. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait là, quand tu parles, je me revois en call client, bien je me revois, enfin en call client d'avant-vente et en call client pour faire avancer les choses dans le SEO. Je me revois en fait pénaliser mon client, mais sans même le savoir. Ouais. Et quelle sensation tu viens d'avoir quand tu as passé à ça? Ah, l'enfoiré m'a pénalisé. Ah, le salaud. Je l'ai vu que tu as eu un ressenti quand tu as passé à cette anecdote. Quel sentiment j'avais? Bah, je me suis dit, ah, bah, j'avance dans mes objectifs Voilà. en fait. Voilà. Ok. Et on le fait tous naturellement. Et du coup, Voilà. troisième point, parce qu'en fait là, on a évoqué la situation initiale, s'assurer que ton produit ou ton service est le mieux pour Ouais. lui. Deux, lui poser des questions. Après, trois, tu as parlé de valeur, tu vois. Et justement, en fait, Ouais, en fait, c'est ouais. dans le point 2. Dans le Ok. point 2, je vais explorer les critères, Mhm. les croyances et les valeurs. Mais les valeurs, est-ce que c'est les valeurs basiques de l'être humain, genre honnêteté, courage, je sais pas, bien manger, etc. Est-ce que c'est ça que tu vas viser ou bien il y a d'autres types de valeurs en fait qui sont derrière? Donc, grosso modo, tu as des familles de valeurs. Ok, C'est comme les couleurs primaires, tu as des familles de ok, valeurs. Et d'accord. après, elles sont toutes un petit peu diluées. Et ce qui est fou avec les valeurs, c'est que tu peux avoir une valeur dans ta vie dans un contexte qui n'est pas la même dans un autre contexte. Par exemple, moi, Ah, je te prends une valeur que j'ai, la ponctualité. Dans ma alors, vie perso, dans ma vie professionnelle, alors juste, attends, avant qu'on avance, il faut que je fasse un petit disclaimer. En fait, Laurent, c'est la deuxième fois que je lui parle, et en fait, à chaque fois, je préviens genre 5 minutes avant, je lui dis juste, Laurent, laisse-moi 10 minutes le temps que je finisse un truc, et j'arrive. Et en fait, à chaque fois, il me fait une petite blague, genre, waouh, ok, d'accord, j'attends et tout. Et là, tout à l'heure, il me dit, ah, bah, Bicard, maintenant, je vais te catégoriser comme le gars qui est toujours en retard. Et là, il me dit ponctualité, genre, pam, petit tac. c'était une private joke. Très fort, très très fort. Ouais, mais au moins, comme ça, tu comprends. En Oui, fait, tu vois, la valeur ponctualité. ouais. Dans ma vie personnelle, comme j'ai été closer aussi moi-même, j'étais sales, et du coup, j'avais des rendez-vous dans mon calendrier à 16h00, 16h30, 00, 17h. J'avais un rendez-vous toutes les 30 minutes. Et à chaque fois qu'un client n'était pas là, en fait, ça me défonçait parce que ça me diminuait mon temps de call et ça me mettait en retard sur le reste. C'est un peu comme le docteur, où quand il va en fin de journée, il a pris un retard monumental. Donc, si tu veux, Oui. dans ma carte du monde, dans mon expérience professionnelle, la... être à l'heure, la ponctualité est super importante. Mais Mhm, c'est dans ce contexte-là. Parce que dans mon contexte de vie perso, en vrai, je m'en fous, quoi. mhm, Je mhm, suis, mhm. je suis moi pas là à 0-0 quand je vais voir mes potes, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est une valeur. Une valeur Ok. qui est importante dans un contexte et qui n'est pas dans l'autre. Donc les gens, il faut aller explorer leurs valeurs. Pourquoi je te dis ça? Parce que la colère, l'émotion de la colère vient quand il y a une différence de valeur. Mhm. Toutes les colères du monde, toutes les guerres qu'on a pu avoir dans le monde, c'est que des différences de valeur en fait. Hmm. En gros, si moi, ma valeur c'est quand le feu est vert, on passe vite. Et que la personne devant moi, elle passe pas, elle me fait rater le feu, je me tape le feu rouge. Je vais être en colère. Hmm. Et parce que je vais projeter ma valeur, on libère la place au feu, et je vais supposer que la personne d'en face, elle n'a pas la même valeur. Et du coup, je me mets en colère. Alors que ça se trouve, la personne d'en face, elle a juste, je sais pas, moi, fait tomber ses clés par terre, j'en sais rien. Waouh. Donc les valeurs, il faut vraiment explorer les valeurs de ton prospect. Parce que si tu n'explores pas les valeurs de ton prospect, et si tu essayes de lui faire adhérer aux tiennes, plus la différence de valeur est grande, plus tu fous le mec en colère. Et plus tu vas répéter cette différence de valeur en argumentant, tu vas augmenter la fréquence. Ça fait comme les ponts qui finissent par s'effondrer. Tu vas augmenter l'amplitude et tu vas augmenter la colère. Donc en fait, Et des fois, c'est tout oui, con. Des oui. fois, c'est tout con. Imaginons, moi, je sais pas, j'ai un client, je lui dis oui, je viens vous voir. Après mon audit, vous allez faire plus 30% à plus 50% de vente. Ce qui, dans ma réalité à moi, est la vérité, parce que tous mes clients font entre plus 30 et plus 50% de taux de close Mhm. après mon passage. Mais si lui, dans la sienne de réalité,
il s'est déjà payé 3 audits, ça fait déjà 10 ans qu'il envoie les gens en formation et qu'il dépense de l'oseille monstre. Lui, il va me dire non, mais c'est pas vrai. Et il va créer, Et si en moi, fait, justement, cette réalité. voilà, C'est pas vrai. voilà, il a créé un truc en mode, oui, il s'est peut-être créé une valeur ou une croyance en mode, ouais, les formations en vente, ça sert à rien. Voilà. Et si moi je dis, mais si ça sert, regardez mes chiffres, regardez, je suis le plus beau, le plus fort, le meilleur, et j'essaye de faire du social proof, chose que tout le monde fait, regardez mes avis clients, regardez mes diplômes, et bien en fait, ça, je vais mettre la personne en conflit de valeur ou en dissonance. Waouh. Et c'est archi lourd ce que tu viens de nous partager là. En gros, en fait, là, tu viens de nous dire, si on veut bien vendre, il faudrait explorer donc du coup son besoin. Le questionner sur, Ouais. sur son expérience d'avant et ses valeurs. Ouais, Si on le questionne c'est ça. sur ça, on peut s'aligner à lui, on peut Ouais. s'aligner à sa carte du monde C'est pour ça. pouvoir lui permettre de vivre sa transformation. Donc de passer Exactement. d'une étape A à une étape B. Voilà. Et là, il y a un dernier truc, quand tu as fait ça, il y a un dernier truc qui le retient, parce que sinon, ça serait trop facile. C'est quoi? Le dernier truc qui va le retenir, c'est un lien invisible qui retient ton client d'acheter quelque chose. Et c'est la réticence de la dernière minute. Il y a pareil pour les coachs en séduction. J'ai été coach en séduction. Il y a pareil pour les coachs en séduction, c'est la réticence de dernière minute. Tu sais que c'est une bonne affaire, tu sais que c'est fait pour toi, mais non, tu veux pas le faire. Et donc la réticence de dernière minute, c'est souvent une peur. Et donc dans ce cas-là, il faut désactiver la peur. Et c'est quoi cette peur? Enfin, justement, cette peur, c'est quoi? C'est dû aux expériences passées? C'est dû Alors à une souvent, argumentation, ou bien c'est dû à quelque chose qui n'est pas encore clair dans sa carte du monde? C'est quoi? ton prospect va faire une peur projetée. C'est-à-dire que lui, il a une vraie peur en lui. Admettons, moi, j'ai pas confiance en moi et j'ai peur de me planter. Eh ben, je vais pas te dire, ouais, non, je le fais pas, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de me planter. Je vais dire, ouais, je suis pas sûr votre produit il marche, je vais en parler à quelqu'un. Ok. Tu vois, je vais réfléchir. Mais c'est pas la vraie peur. Derrière les objections, derrière tout ce que tu veux, il y a des vraies peurs. Et donc, du coup, en fait, il faut questionner la personne avant la fin d'entretien, mais vraiment avant, hein, pour aller savoir comment elle s'est construite et quelle peur pourrait plus tard te gêner. Et si tu la libères de ses peurs avant, en la challengeant, en la motivant, en la mettant en confiance, en la valorisant, en l'honorant, et bien dans ce cas-là, elle passera à l'action. Bah, justement, tu vois, est-ce que là, pour terminer tout ce que tu viens de nous dire, qui était ultra méga précieux quand même, je pense que si on écoute encore ce podcast, on peut se créer en fait son scénario de vente selon son avatar, je pense. Ouais. Justement, tu vois, si on devait résumer tout ce que tu viens de nous dire, voilà, un consultant, tu vois, qui prend son téléphone, qui doit appeler un prospect, parce qu'en fait, ça, tu vois, c'est un réel problème, en fait, tu vois, chez les consultants et chez les personnes, tu vois, et chez les entrepreneurs. S'ils ont leur prospect au téléphone, quelles sont les étapes, tu vois, qu'ils doivent suivre, tu vois, pour faire passer son prospect à l'achat? Donc déjà, la première étape, c'est il faut créer une relation humaine. C'est-à-dire que vraiment, la toute première étape, c'est de ne pas vendre. Il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que la première étape, c'est il ne faut pas vendre, il ne faut pas puer le vendeur à 2 km ou la vendeuse. Et il ne faut pas avoir l'air needy, en mode « ouais, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent et des clients. Je cherche des profils comme toi. Je cherche des profils comme toi. » Qu'est-ce que la personne en face, elle en a à foutre que tu cherches des profils comme toi? Elle est dans son univers en train de gérer son business et tu dis « oui, on cherche 5 profils comme toi. » Donc déjà, l'astuce, c'est déjà, être différenciant. Ok. Ça, c'est la première astuce. Théorie du pan, pour les coachs en séduction qui m'écoutent, c'est la théorie du pan, ils savent de quoi je parle, ils ont la ref. Donc, il faut être différenciant, d'accord? Quitte à dire, bonjour, je prospecte et je sais que vous n'aimez pas la prospection. Tu vois, c'est pas grave. Mais il faut être différenciant. Ensuite, il faut que la personne elle passe un moment humain agréable. Qu'elle se dise, putain, c'était cool de parler. Puis, que tu apportes de la valeur. C'est-à-dire qu'avant de vouloir vendre quelque chose, il faut qu'elle ait une sorte d'avant-goût de ta valeur. Donc, des petits conseils, un point sur une strat, des questions pertinentes, mais pas des questions pour vendre quelque chose, genre quel budget vous avez ou qui prend les décisions. Parce que ça pue la vente. Mais des conseils pertinents dans ton job
où la personne, tu vas connecter émotionnellement avec elle. Elle va dire, putain, c'est un bon être humain, je passe un moment fun avec. C'est un expert. Et au début, il faut y aller en mode échantillon gratuit, c'est sympa, on discute, on crée une relation. Et si tu fais bien cette phase-là, ce qui est magique, c'est que tu vas activer le biais cognitif de la réciprocité. On a tous plein de biais cognitifs. Je pourrais faire 60 podcasts d'1 heure sur chacun des biais cognitifs, mais je vais faire vite. Le biais cognitif de la réciprocité, c'est cool. C'est quelqu'un a fait quelque chose de bien pour toi, tu as envie de faire quelque chose de bien pour lui. Si la personne, elle a passé un bon moment agréable, un moment humain, qu'elle ne s'est pas sentie embêtée, et qu'en plus, tu lui as prouvé ta valeur, tu lui as donné des conseils et tout ça, naturellement, elle va te dire, ouais, mais vous faites quoi? Expliquez-moi, c'est quoi votre offre, c'est quoi votre produit? Le meilleur exemple, c'est que tu es dans une soirée, il n'y a que des gens que tu ne connais pas. Quelqu'un vient de parler, tu te tais, tu ne dis rien. Et tu lui dis, ah ok, t'écoutes, ah, ça a l'air intéressant, et toi, machin. Et tu parles pas de toi. Juste tu dis, ah ok, c'est cool, tu poses des petites questions pour relancer. Tu vas voir qu'au bout de 5-10 minutes, la personne s'arrête et fait, ouais, au fait, toi, parle-moi de toi. Et là, elle est toute ouverte comme ça. Ces écoutilles d'ouverture d'écoute. Alors que si tu dis à la personne, et moi je fais ça, ah, encore un relou. Hop, les écoutilles se referment. Donc, biais cognitif de la réciprocité. Waouh. Et franchement, Laurent, entre nous, tout ce que tu veux nous dire, je vais pas dire que je le sais parce qu'on apprend toujours, on apprend tous les jours. Mais j'en ai déjà entendu parler. Il m'a fallu dépenser des milliers d'euros pour le comprendre. Donc je mesure la valeur de ce que tu donnes, tu vois. Et là, tu le donnes gratos comme ça. Franchement, ceux qui nous écoutent, réécoutez tout ça, ça vaut de l'or. Et prenez des notes, construisez-vous votre schéma et vous allez voir des différences. Et là, pour le coup, Laurent, pour aller dans ton sens, j'ai testé un truc que je fais maintenant. Enfin, maintenant, c'est même plus un test, c'est ce que je fais maintenant. Je me refuse d'aller vendre des formations ou bien d'aller vendre des accompagnements si moi-même je ne suis pas plein. Tu vois, je suis pas plein, genre je n'ai pas rempli en fait mes besoins, tu vois, mes besoins financiers, mes besoins d'amour, mes besoins, tous les besoins, tu vois. Une fois que c'est ouvert et que je me dis j'ai besoin de personne, tu vois, là je vais vendre mon truc. Et franchement l'énergie elle est différente parce qu'en fait t'es en mode. Bien sûr. Mais bah oui, parce qu'en fait t'es en mode bah écoutez, moi j'ai un truc, je sais que ça peut t'aider. Que tu viennes ou bien que tu viennes pas, moi ça change absolument rien. Toi, je sais que ça peut changer ta vie. Si tu veux, tu viens. Sinon, tant pis pour toi. Tu vois. Tu sais, je dis toujours aux gens, rappelez-vous, garçons et filles, quand tu es célibataire. Ouais, tu es célibataire, tu dis, ah, je suis célibataire, je pars avec un copain, une copine, on va en boîte. Tu ne chopes rien. Tu sens le chien abandonné ou la femelle malveillante. Personne ne veut de toi. Alors que tu es le même mec, la même fille, tu n'es pas plus beau, tu n'es pas moins beau, tu n'as pas de meilleurs habits, mais tu es bien avec ton compagnon, tu es bien avec ta compagne, tu as surtout envie que personne vienne te parler pour ne pas être tenté. Tu dis, moi je suis là avec mes potes, je profite de mes potes, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et bien ce jour-là, toute la boîte elle vient de te parler entière. C'est vrai. C'est pareil avec les clients. Je valide. Ah, je valide. Les fois où c'est pareil avec les clients. Les fois où j'ai le plus de personnes qui viennent me voir sur LinkedIn ou bien d'autres plateformes, c'est les moments où j'ai besoin de personne. C'est un truc de ouf. Et comment tu mets ça en place en vente? C'est très simple. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont des équipes de vendeurs, vous allez commencer par arrêter les horaires fixes. C'est-à-dire que les horaires fixes, tu arrives à 14h, tu pars à 18h, à partir de maintenant, c'est fini. Et vous allez instaurer ça. C'est quand tu vends et que tu es dans la good vibes, tu ne rentres pas chez toi et tu continues à vendre. Et quand tu es en mauvaise vibes, que tu en as marre, que ta femme elle a été relou, ton mec a été pénible, et que tes clients ils t'ont dit non, tu t'arrêtes et tu vas à la plage, tu vas faire du sport, tu vas peindre, tu vas voir tes enfants, tu fais ce que tu veux et tu reviens avec une belle énergie. Et quand tu fais ça, tu peux avoir les mêmes employés, exactement les mêmes, tu n'as pas progressé en technique, tu as juste mis ça en place, tu dis aux gens quand tu es en good vibes, je reste avec toi, on reste, on fermera la boutique plus tard, on continue, on envoie. Eh bien, les vendeurs, ils vont envoyer. Et si tu dis, voilà, là, ça va pas, tu es fatigué, tout ça va pas, vas-y, c'est bon, rentre chez toi, va boire un café, tu verras que les gens, ils vont mieux closer. D'où le fait que le 9h-18h, c'est une grosse connerie.
c'est une connerie absolue. Voilà. On va s'arrêter sur le mot connerie absolue, parce que sinon on est reparti pendant encore longtemps. Waouh, Laurent, 1 heure de masterclass, c'est un truc de ouf. 1 heure de masterclass sur la vente, c'est waouh, c'est impressionnant. On va se diriger tranquillement vers la fin. Quelles sont les 3 ressources que justement que tu peux nous proposer pour aller plus loin sur la vente et notamment la vente en PNL, avec la PNL, pardon. Bon, déjà, je sais que j'en reparle, mais mon livre, je vous ai vachement simplifié. Ouais, maîtriser l'art de la vente, comment analyser les profils psychologiques pour mieux communiquer et influencer la prise de décision grâce à l'énéagramme et la PNL. Déjà, c'est 25 ans de carrière commerciale et je vous ai déjà mis tous les concepts dans ce livre-là pour que vous puissiez les appliquer immédiatement. Après, la PNL, par exemple, il y a des livres de PNL, structure de la magie 1, structure de la magie 2. C'est très pénible à lire. Moi, je les avais achetés avant de me former, j'avais rien compris. Donc déjà, c'est... Pardon, désolé, c'était drôle. En gros, tu dis, ce livre-là, j'ai rien compris. Mais c'est vous le conseil. Ouais, et c'est un peu paradoxal parce que c'est à la fois le livre fondamentaux des gens qui ont créé, des 2 mecs qui ont créé la PNL. Donc c'est vraiment le livre fondamental de cette discipline. Mais je pense que si tu le lis comme ça, sans que quelqu'un t'explique et tout, c'est, en tout cas moi, surtout que je suis dyslexique, dysgraphique et tout, j'ai rien capté. Par contre, après, je me suis formé. Allez vous former chez des gens en PNL. Envoyez-moi des messages, je vous en recommanderai si vous voulez. J'ai des gens très bien qui le font, notamment Thomas Rollin, qui est sur Marseille, le fait très bien, mais voilà, il n'y a pas que lui. Quand tu t'es formé en PNL et qu'après tu achètes le livre, là ça t'aide parce que tu vas restructurer les choses. Mais lu comme ça, c'est pas terrible. Ensuite, en ressources, là plutôt énéagramme, tu as le livre d'Hélène Palmer, de l'énéagramme, qui est très très bien. Et toujours un petit peu dans le PNL, tu as les niveaux logiques de Dills. Robert Dills, les niveaux logiques de Robert Dills. C'est un outil de coaching qui est hyper efficace. Voilà. Moi, j'ai basé ma trame de vente la plus puissante sur le niveau logique de Dills. Ultra méga puissant. Mais en fait, en gros, moi, ce que je ressens de tout ça, c'est que tu as fait un gros travail de prendre les pépites de chaque et de le regrouper dans ton livre. C'est exactement ça. Je dis souvent, moi, j'ai rien inventé. Hein. Les gens me disent, ouais, mais t'as rien inventé. Ouais, j'ai rien inventé. Je ne suis pas l'inventeur de la PNL, je ne suis pas l'inventeur de l'énéagramme. L'énéagramme s'est inventé il y a 3000 ans par les Mésopotamiens. Par contre, je me suis dit, ah oui, les Mésopotamiens, ils ont vu ça. Moi, avec 25 ans d'expérience commerciale, je sais comment je vais m'en servir pour cartonner. Et j'ai pris toutes les structures agissantes, toutes les pépites, et je les ai mis dans le coaching décisionnel. Mais d'ailleurs, si tu réfléchis à la PNL, ça a été inventé comme ça. La PNL, ils ont modélisé Gregory Bateson, ils ont Milton Erickson, tout ça, et ils ont fait une discipline après, ils ont modélisé. Donc j'ai fait exactement pareil. Voilà. Okay. J'ai pris tout ce qui agissait dans les trucs qui marchent, les spirales dynamiques, les systémiques et tout ça, et la neuroscience aussi, et j'ai fait une technique basée sur ça, mais avec quelque chose de facile à lire. Ok, bah, écoute, ultra puissant. Merci pour ce résumé. Avec plaisir. Et maintenant, bah, on se dirige tranquillement vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Laurent? Ben, une bonne santé. C'est vrai. Tout simplement. Parce que, ouais, tu l'as perdu, après tu l'as retrouvé, donc du coup tu sais à quel point c'est important. Voilà, juste ça. Parce qu'après, quand tu as une bonne santé, que ce soit physique et mentale, tout le reste, tu peux le surmonter. Ça suit. C'est juste une question de temps. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des contretemps. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks pour que tu ailles. Voilà, ça c'est un truc de PNListe. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, c'est un truc de PNListe. Ah bah je suis PNListe sans même le savoir, tu vois, mais comme monsieur. Je te l'ai dit. Tu vois. Tout le monde est PNListe. Hein, voilà, nous sommes PNListes. Tout le monde. Laurent Alventosa, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi, de passer un super moment. J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Voilà. Ouais, mais grave. Merci pour la qualité de ton podcast aussi, qui apporte toujours de la valeur. Ah bah on essaye, hein, tu sais, comme tu as pu le voir, je challenge les gens, je leur dis, voilà, dis-moi le truc, dis-moi the truc que les gens peuvent mettre en place. Voilà, tu me l'as donné, nickel, parfait. Bah merci Laurent, bah je te souhaite la santé x 10 000. Eh ben merci. Et voilà, un petit mot de la fin avant de rendre l'antenne.
Merci à tous et à bientôt sur LinkedIn. Allez, Laurent, avec-toi ça sur LinkedIn et vous mettra bien, c'est sûr. Prends soin de toi, Laurent. Bisous et je te dis à dans 2 jours au moment où je tourne. Allez, à dans 2 jours. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.